Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Pour cette interview, c'est un couple que je reçois dans Mystique sans frontières. Sandrine et Yannick Roudot sont tous les deux auteurs, conférenciers, perspectivistes, et ils ont fondé ensemble la maison d'édition La Mer Salée, qui édite des fictions et des essais tournés vers un futur désirable et réalisable. Convaincus que la fiction fait la réalité et non l'inverse, ils proposent de nouvelles histoires pour changer l'histoire. Dans cette interview, ils retracent pour nous leur parcours atypique, de la pub pour Sandrine à la finance pour Yannick, et leur prise de conscience. Ils évoquent aussi leur manière de nourrir le côté lumineux de la force et comment le lien au sacré peut nous aider à réaliser notre utopie. Une interview qui parlera beaucoup à tous ceux qui ont envie de rêver fort et de rêver grand. Bienvenue dans la vibration de Sandrine et Yannick Roudot. Bonjour Yannick et Sandrine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux écrivains, conférenciers et perspectivistes sur la façon de faire évoluer le monde. Vous avez fondé ensemble la maison d'édition La Mer Salée, qui édite uniquement des essais et des fictions autour d'un futur désirable et réalisable, en proposant de nouvelles histoires pour changer l'histoire. Comment on passe de la pub pour Sandrine et de la finance pour Yannick à ce que vous faites aujourd'hui ? Il faut quelques étapes, j'ai envie de dire. C'est que ça se fait pas comme ça brutalement en 2 jours. La première chose, alors que moi j'étais dans la finance en tant que journaliste économique et financier, donc j'étais un observateur du monde financier, très investi sur les questions de marché, taux d'intérêt, etc. Donc au cœur du réacteur nucléaire. Et puis progressivement, on va dire, je me suis rendu compte des limites de cette finance qui devenait folle, qui devenait hyper spéculative et complètement décorrélée de l'économie réelle. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la finance éthique, la finance durable, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à réfléchir à d'autres voies économiques alternatives. Et petit à petit, ça fait son chemin. Et puis Sandrine m'a pas mal mis de coups de pied au cul pour que j'arrête de m'intéresser à cette finance, on va dire, classique et conventionnelle. Voilà, c'est un mélange de pas mal de choses. Et puis une prise de conscience un jour que c'était ridicule ce que je faisais et ça contribue à détruire ce que j'aimais. Il fallait changer. En 2 mots, voilà. Ok, merci. Mais ça, c'était il y a longtemps, en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît plus évident, mais c'était il y a longtemps. Moi, je dirais, en fait, c'est beaucoup plus facile de le voir a posteriori, mais au moment où ça t'arrive, en fait, tu t'en rends pas compte. En tout cas, moi, je l'ai pas vu comme un chemin, puisque c'était en 2001, donc du coup, c'était il y a longtemps et il y avait pas forcément grand monde qui s'en préoccupait. Donc, moi, je dirais pas comment je suis passée à défendre un monde durable, c'est plus il y a un monde durable qui a décidé de passer par moi, quoi, et qu'il a fallu que j'arrête, en fait. C'était plus possible, quoi. C'est-à-dire que en même temps que j'ai eu une prise de conscience, je me suis alignée sur cette prise de conscience. Après, on s'aligne petit à petit, mais en tout cas, il n'y avait pas de retour en arrière possible, il n'y avait plus de complaisance possible avec ce que je faisais. Et donc, on dirait que ça a été brutal dans le switch et progressif dans les moyens de m'aligner, quoi. En ce qui me concerne, pour ceux à qui ça arriverait, moi j'ai mis du temps à remettre en question la culture économique, ma façon de voir le monde, c'était progressif. C'est-à-dire que j'ai pas tout envoyé balader du jour au lendemain, c'était progressif. Il y a un jour, on s'autorise à critiquer le capitalisme. Mais quand on est dans ce monde capitaliste depuis l'âge de 17-18 ans, du fait du formatage scolaire dans les écoles de commerce, on a du mal à le critiquer. Et en fait, au début, on veut pas entendre la critique. Et petit à petit, on s'autorise jusqu'au jour où ça paraît tellement évident que on peut plus accepter certaines choses. Moi, c'est presque l'inverse, en fait. Moi, ça a été vraiment, je me suis autorisée tout de suite, en fait, le truc, et ça a été un rejet brutal. Et c'est en fait que quelques années plus tard où je me suis dit, mais finalement, ce métier de communicant et comment rendre désirables les choses, en fait, il est important pour faire advenir ce nouveau monde. Je me méfie toujours, moi, de ce que notre cerveau nous protège, en fait. Donc moi, c'était vraiment très corporel. Et puis pour reprendre, on va dire, le petit levier, qui n'en était pas un petit, c'est
c'est quand je suis devenue maman, donc voilà. Oui, c'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qui a déclenché? C'était quand même assez brutal. C'est à la fois le fait de devenir maman, donc de se recentrer et de contribuer au monde, et en même temps, je pense que c'est ces mois de congé maternité qui fait que tu arrêtes de pédaler sur le vélo et que là, tu regardes ta vie d'un peu plus, tu décadres en fait. Et donc quand tu décadres, tu recentres. Alors, quand on regarde l'ensemble de votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui, et ce que vous proposez pour le futur, moi, la phrase qui me vient en tête, c'est cette phrase de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour faire ce qui paraît impossible? En tout cas, il faut de la détermination. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que je pense que le temps d'être pessimiste ou optimiste est révolu. Ça se pose pas dans ces conditions-là, dans ces termes-là. Il faut avoir une vision de ce que l'on veut, de ce qu'on aimerait voir émerger. Après, il faut se lancer, être déterminé à aller jusqu'au bout, faire tout ce qu'on peut faire. Et bien sûr, ça paraît complètement inatteignable dire aujourd'hui aux gens qu'on va vers un monde de frugalité heureuse, de moins de matérialisme, plus de temps libre, plus d'humanité, une réconciliation avec la nature, ça les fait sourire. Et quand ils regardent l'état des lieux environnemental et le monde économique dans lequel nous vivons depuis au moins l'après-Seconde Guerre mondiale, ça paraît complètement irréalisable. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité, c'est une succession de phénomènes totalement inattendus, irréalisables a priori, qui se réalisent. Et c'est par la foi de certaines personnes, enfin la croyance, en tout cas l'envie, la folie de certains aussi, parce qu'il y a plusieurs degrés d'engagement dans tout ça, qui fait que ces choses-là émergent, surgissent et se concrétisent. Donc oui, n'ayons pas peur de rêver fort, n'ayons pas peur d'imaginer l'inimaginable, parce que si on reste pragmatique et cynique, c'est pas très joli la trajectoire. C'est l'effondrement de la biodiversité, c'est un climat insoutenable, donc c'est une vie sur Terre qui disparaît. Donc on est condamné à croire en autre chose. On n'a pas le choix. Ouais, il y a vraiment une différence entre. Pour moi, il faut effectivement avoir la foi. J'ai réfléchi un peu à ce truc-là il y a quelque temps parce que je me méfie toujours de tout ce qui est un peu religieux et tout ça, parce que j'y étais beaucoup quand j'étais petite et du coup voilà, il y a un truc qui m'a un peu perturbée dans cette histoire-là, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai effectivement beaucoup la foi, que je différencie de la croyance. C'est-à-dire que quant à la foi, ça veut dire que tu n'as pas besoin de raison valable pour y croire. La foi, c'est quelque chose qui te dépasse, que malgré tout ce qu'on te dit, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout ce qu'on te prévoit comme pronostic terrible, tu crois quand même. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, alors que la croyance, c'est vraiment lié à tout un système justement de croyances et de raisons, etc. Et si effectivement on était raisonnable, et si on était rationnel, il y a longtemps qu'on aurait changé. Donc en fait, paradoxalement, on a toutes les raisons de changer, parce qu'on a tous les chiffres de biodiversité, de climat, etc. qui montrent que c'est totalement irrationnel notre monde aujourd'hui. On est en train d'œuvrer contre notre propre survie. Et pourtant, finalement, ceux qui arrivent à y aller, c'est ceux qui ont la foi, c'est-à-dire vraiment ce truc de... Exactement, de confiance en la vie et vraiment de foi en l'humanité. Et ça, c'est important parce que il y a vraiment aujourd'hui, je dirais, un espèce de combat entre, effectivement, comme disait Yannick, les cyniques et les défaitistes qui ont décidé que de toute façon on s'en sortirait pas, qui est une forme de à la fois de déresponsabilisation et de fatalisme, quoi, c'est un peu facile. Et ceux qui croient en l'humanité. Moi, j'ai vraiment cette foi-là. Et même, ça me met en colère, en fait, de voir à quel point on sabote cette foi en l'humanité. C'est-à-dire que vraiment, on dirait qu'on ne peut plus rien, à la fois personnellement, individuellement et à la fois collectivement, et qu'on ne nous montre que des exemples qui nourrissent plutôt le dégoût de l'être humain. Et je crois vraiment que la foi en l'humanité, en fait, c'est le truc de base pour te dire que non, quoi, qu'on va y arriver. Et c'est aussi ce qui fait que tu fais des enfants. Enfin, je veux dire, si t'as pas foi en l'humanité, effectivement, tu ferais pas d'enfants, genre. J'ajouterais une chose, croire en l'humanité, avoir envie que notre environnement change, que notre mode de vie se transforme radicalement, qu'on arrive à quelque chose de nouveau et d'inédit dans l'histoire de l'humanité, ça doit se faire avec un investissement fort et un lâcher-prise tout aussi fort. Ça peut paraître totalement antinomique, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, au quotidien, je lâcherai jamais, je me battrai jusqu'au bout, mais je suis prêt à perdre aussi. Peut-être que ça ne marchera pas. Voilà, ça faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est ce qui fait peut-être la différence entre la croyance religieuse et cette détermination, c'est que moi, dans un coin de ma tête, en permanence, je me dis oui, peut-être que c'est vain, peut-être que c'est un combat vain, mais je veux pas m'y résigner, parce que jusqu'au bout, on peut être surpris par l'inattendu et quelque chose peut surgir et on va peut-être y arriver. Et c'est une façon de vivre aussi. Ce serait mensonger de dire aux gens, ça va marcher, vous inquiétez pas. Non,
ça marchera peut-être. On a des chances que ça surgisse. Si on agit et si on y met une intention forte, il y a des chances que ça surgisse. Mais peut-être qu'on se trompe, nous aussi, et surviendra autre chose. Mais ça, on n'y peut rien. Et ça sert à rien de présupposer cette défaite. On ne sait rien du futur. Donc autant agir avec détermination. N'ayons pas peur de ce qui va surgir et n'ayons pas d'assurance sur le résultat. On verra. Et ça, c'est un choix, en fait. Ça se démontre pas. C'est-à-dire, comme dit Yannick, ça veut pas dire qu'on a raison. Mais ça veut dire que c'est un choix. Nous, on fait le choix de la foi en l'humanité, en fait. Et puis, que chacun fasse le choix qu'il a envie de faire. Et ce choix-là, en fait, il s'entretient. Parce qu'évidemment, tu peux regarder toutes les raisons qui nourrissent cette foi et tu peux regarder l'inverse. On a tous des biais de confirmation, c'est-à-dire que nous on essaie de voir les bonnes nouvelles, ce qui nous montre que ça bouge, et puis t'as les cyniques qui par biais de confirmation, te disent mais regarde, ça ne bouge pas, t'as vu, les gens ne changent pas, et puis les gouvernements ne changent pas, et puis de toute façon le climat c'est foutu. Donc on a tous des biais de confirmation, mais il faut en être conscient. Et ça donne d'autant plus de force que t'es capable d'être conscient que peut-être que t'es dans un biais de confirmation. Mais ça n'enlève pas, tu vas continuer ton chemin quand même. Parce que, en fait, moi je crois que on croit à l'histoire dans laquelle on a décidé de vivre. C'est vraiment un choix, en fait. C'est vraiment un choix. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités, mais nous, on a décidé celle-là. On trouve qu'elle est quand même plus joyeuse, plus sympa. Oui, on est dans un clair-obscur. Autant choisir le chemin de la lumière que celui de l'obscurité, parce que l'obscurité, c'est facile à choisir aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'est pas lucide, mais ça veut dire que dans tous les faisceaux de possibilités qu'il y a, on a choisi celle-là. Alors, on choisit l'histoire dans laquelle on a envie de vivre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez créé cette maison d'édition, La Mer Salée ? Complètement, en fait. Alors, elle est partie de deux choses. Elle est partie d'un agacement, d'un coup de gueule, j'ai envie de dire. Parce que moi, j'avais écrit un manuscrit il y a 10 ans qui a été refusé par un éditeur, ça m'a énervé. Donc, on s'est dit, bon, on va le faire nous-mêmes. Donc, c'est le côté pragmatique. Parce qu'on avait... Qui était sur l'effondrement, d'ailleurs, à l'époque. C'était sur la collapsologie en 2012, facteur d'effondrement des grandes civilisations. Après, très vite, on a pris le parti pris de publier des choses plutôt enthousiasmantes, qui peuvent agir sur la transformation des esprits pour changer le monde. Et aujourd'hui, c'est la ligne éditoriale qu'on creuse, quoi. C'est de l'anticipation positive et des essais susceptibles de faire évoluer les gens dans leur mode de pensée, leur ouvrir les yeux. Et tout ça par des livres, parce qu'on sait que la culture est très importante. Et puis, on est convaincu que la fiction fait la réalité, et c'est pas l'inverse. Oui, c'est clairement pour ça. C'est-à-dire que à un moment donné, et d'ailleurs, quand il y a eu le confinement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que en gros, ça fait 20 ans que moi j'ai vraiment ce besoin viscéral, pas désespéré, mais quelque chose qui est vraiment, je veux désespérément changer ce monde, en tout cas y contribuer. Et jusqu'à présent, je faisais plein de choses différentes, du conseil en développement durable pour les entreprises, j'écris, on transmet, on fait des conférences, on imagine ce que peut être demain avec la prospective, etc. Quand tu mises sur l'édition, on n'est pas dans l'action, en tout cas. On a l'impression que quand on écrit, quand on publie, c'est pas de l'action, c'est pas de l'activisme tel que moi je l'entends d'habitude et auquel je contribue aussi. Et le confinement, en fait, a été assez intéressant pour ça parce qu'on s'est dit, mais finalement, si on nous avait enlevé les livres, les films et la musique, là, on aurait vraiment été confinés. Et là, on s'est dit, mais finalement, c'est vraiment une porte de liberté et en plus, on a un prisonnier qui nous a demandé des essais pour sa réinsertion. On s'est dit, mais oui, mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment le seul endroit dans lequel on a toujours encore de la liberté, dans lequel on peut se forger nos propres pensées, dans lequel on peut évoluer intimement dans un cadre qui est sécurisant, qui est le cadre d'une lecture personnelle, intime. Et c'est vrai que les livres, ils sont créateurs, comme disait Yannick, c'est-à-dire que quand tu lis de la fiction, tu projettes tes images, donc tu es en train de créer un monde. Et à partir de là, je sais pas, moi ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, quand tu refermes un livre, tu te dis, ouais, non, mais c'est possible, quoi. Et moi je veux être ça, et je peux être ça. Et on a besoin de ça aujourd'hui, et on n'en a pas tant que ça, parce qu'en fait, la fiction qu'on a aujourd'hui, c'est une fiction qui nous plombe, c'est une fiction qui nous déprime, qui nous sabote la foi en l'humanité. Enfin voilà, tout est glauque, c'est fini d'avance, enfin c'est l'effondrement, c'est la culture de l'argent encore, c'est la culture de la violence faite aux femmes encore, enfin c'est ok, il faut dénoncer, on est d'accord, mais enfin si ça avait servi à quelque chose, il y a longtemps qu'on serait opposé à tout ça en fait. C'est-à-dire c'est bien les dénonciations, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi nourrir l'autre versant de la force, qui est le versant plus lumineux. Et c'est à ça qu'on s'attaque aujourd'hui, et on en est plus convaincu chaque jour qui passe, quoi. Alors justement, comment vous nourrissez, vous, individuellement, le versant lumineux de la force ? En ce qui me concerne, je pense qu'il y a un travail d'introspection à faire. Parce que pour moi, la lumière, c'est la joie, c'est le sourire en fait. Qu'est-ce qui me procure le sourire qui est pas commandé, qui est spontané. Et donc depuis pas mal d'années, je sais pertinemment ce qui me fait du bien et ce que je ne veux pas faire. Donc je pense que chacun doit d'abord définir
ce qui lui fait du bien, ce qui le renforce et ce qui l'affaiblit, ce qui lui pompe de l'énergie. Une fois qu'on sait ce qui nous renforce, faut le cultiver. Donc par exemple, moi, à titre personnel, c'est d'aller marcher tous les matins dehors. Faut que je sorte le matin, faut que j'aille voir les arbres, la Loire, parce qu'on vit en bord de Loire, la nature, faut que je respire le vent, l'air, voilà, ça me fait du bien, ça me nourrit, première chose. Après, il y a le contact à la mer, besoin d'aller sur l'océan. L'océan, c'est un élément qui me fait énormément de bien, où là, quand j'ai le sourire qui monte tout de suite aux lèvres, donc je sais que je suis à ma place, mais la nature de manière générale, et puis faire des choses, voilà, qui me sont faciles à faire, parce que ça me fait du bien, et ça me donne l'énergie d'aller m'attaquer à des choses plus difficiles. Par exemple, écrire un livre ou prendre mon bâton de pèlerin parfois pour traverser la France ou l'Europe pour aller faire une conférence. Ça demande toujours beaucoup d'énergie, faire 7 heures de train, 8 heures de train, prendre la parole devant des dizaines de personnes, ça demande de la force. Cette force, je la cultive au quotidien par ces moments de procrastination dans la nature, ou par les lectures, ou par les amis, la famille, enfin les enfants, tout ça. Ça me fait du bien. Voilà, c'est comme ça que je maintiens ma flamme lumineuse. Ouais. La plus ardente possible, alors que si j'étais dans un combat sacrificiel en me disant il n'y a pas le temps, Yannick, il faut absolument que tu écrives un nouveau livre, il faut absolument que tu fasses plus de conférences, il faut absolument que tu hurles dans tous les médias que c'est une catastrophe, il faut changer le monde, je viendrais aigri, éteint, et donc je n'aurais plus la puissance qui va me toucher les gens. Donc je crois que ça passe d'abord par un travail d'introspection, et après un travail où on lâche prise sur l'objectif, parce que si on veut participer à la transformation de ce monde, c'est pas du 24 heures sur 24. Personne ne peut courir un marathon toute sa vie en étant en sprint final. Il y a des temps de latence, il y a des temps de repos. Le repos fait partie de l'entraînement. Il va falloir tenir 30 ans, 40 ans. Enfin, on vivra peut-être encore 30 ans, j'espère, peut-être un peu plus. Il va falloir tenir. Donc il faut se préserver. Et ça, c'est comme ça qu'on reste lumineux et qu'on a de l'énergie. Alors, moi qui le vois depuis l'extérieur, Yannick, c'est intéressant parce qu'en fait, autant moi j'étais en avance sur mon ressenti sur le monde et sur sur la nécessité de défendre cette planète. Autant s'il y a bien un sujet sur lequel Yannick a été en avance, c'est là-dessus, c'est sur ce côté alignement intérieur et travail sur soi. Et ça, depuis l'extérieur, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce qui fait qu'il a réussi aussi à convaincre beaucoup de gens. Cette espèce de recentrage qu'il a toujours fait, besoin de se ressourcer, de se reposer. Ça lui donne un espèce de lâcher prise. Du coup, quand il intervient, il a pas trop d'intention sur les gens. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de plénitude et de sérénité qui fait que du coup, ça ouvre les gens. Ça les rend disponibles à ce qu'il va dire parce qu'ils le sentent pas en agression, en colère, en machin, etc. Moi, je peux avoir ça aussi. J'essaye de pas trop utiliser le mot introspection et tout ça, même si je fais plein de choses là-dessus, parce que je trouve qu'à un moment donné, en fait, ça devient une pression, quoi. Cette histoire de développement personnel, de spiritualité, de tout ça. Même si je prône l'inverse de ce que je fais, mais quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut un peu lâcher ce truc-là. Et moi, ma source, je dirais, j'essaye de la cultiver beaucoup au niveau du corps, en fait, et de l'intuition. Enfin, d'essayer de retrouver l'intuition, de retrouver une forme d'évidence. J'ai un travail qui est très intellectuel, et fondamentalement, je suis plutôt très intellectuelle, finalement. J'agite beaucoup mon cerveau, et je suis toujours en train de penser à 10 000 trucs. Donc peut-être que c'est aussi pour ça, c'est parce que j'ai besoin de retrouver le corps, et je vois bien que dès que je m'en occupe plus, dès que je fais plus assez de danse, je m'assèche en fait. Donc il y a vraiment ce besoin-là de revenir au côté très corporel. Ça c'est super important. C'est ce qui fait que tu ne pars pas en burn-out militant par exemple. C'est ce qui fait que effectivement tu es ancré dans ta réalité parce que la réalité c'est ça quand même. C'est comment est-ce que notre corps va quoi. Donc ça c'est important et je pense que quand on dit l'alignement très souvent on parle des gens qui sont alignés entre leurs valeurs et ce qu'ils portent comme discours, mais je pense c'est aussi le fait d'être aligné avec son corps en fait. Et du soin qu'on a pour lui et de comment on se respecte. Pour ça, il y a aussi évidemment tout ce qui est de la nature et de la beauté. Mais je fais partie des gens qui vont beaucoup se nourrir depuis l'extérieur aussi. C'est-à-dire que moi, pour nourrir ma source, il faut que j'ai besoin d'être avec des gens qui font des choses formidables, que je trouve rayonnants, qui m'inspirent, qui me nourrissent. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui se branchent sur eux-mêmes et puis des gens qui se branchent sur l'extérieur. Moi, je pense que j'ai besoin des deux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en solitude très souvent pour m'extraire de la fureur du monde. Et en même temps, j'ai besoin d'être dans des endroits où il y a plein de gens qui font plein de choses et qui me font du bien. Mais je l'ai choisi avec soin. Parce que du coup, comme j'ai ce côté très très éponge, faut vraiment que je choisisse des endroits où je vais me retrouver avec des gens qui sont très différents de moi, qui est plutôt plus jeunes d'ailleurs. Et ça nourrit ma source. Moi, j'en ai besoin. Et du coup, je me protège énormément. C'est aussi comme ça qu'on nourrit le côté lumineux, c'est en se protégeant du sombre aussi, hein. Et moi, alors ça, c'est un truc hyper important pour moi. C'est dès que je vois des fâcheux, comme je dis là, ceux qui ne manquent pas une occasion de venir essayer de me pourrir, ma foi en l'humanité justement.
C'est incroyable ça, faut tout de suite qu'ils viennent sur moi. C'est quelque chose que j'ai compris assez tôt, c'est qu'il fallait vraiment que je me coupe. Il y a un point que je voulais ajouter par rapport à ce qui est descendu au début, il n'y a pas d'injonction à trouver la joie, il n'y a pas d'injonction à être heureux, joyeux, ça j'y crois pas, pour moi c'est contre-productif. C'est juste que je rencontre énormément de gens dans l'année qui ne prennent jamais le temps de s'arrêter. Mais s'arrêter, moi tous les jours, quand il y a un vol de martinet, je m'arrête, je regarde les oiseaux. Ça me prend 1 minute, des fois plus. Mais ils prennent même pas ce temps-là. Donc comment peuvent-ils savoir ce qui leur fait du bien ou ce qui leur fait pas du bien? Ils ne s'arrêtent jamais. Donc voilà, c'est juste ça l'introspection, c'est pas forcément méditer 3 heures par jour. C'est juste de temps en temps s'asseoir sur un banc et de se dire, contempler les choses et essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et quand tu es dans une situation particulière, comme le dit Sandrine, il y a des gens nocifs, ces gens-là, faut être capable de les identifier. Mais pour les identifier, il faut se poser la question. Est-ce qu'ils me font du bien? Est-ce qu'ils me pompent en énergie ou est-ce qu'ils m'en amènent? Ou faut écouter son corps, son intuition. Écouter son corps. Et c'est là où le corps, mais pour ça, il faut prendre le temps. L'intuition, c'est pas inné. Il y a des gens qui la cultivent facilement et d'autres, ils vont devoir s'arrêter. Faire des exercices respiratoires, être dans le silence pour comprendre ce que leur dit leur estomac, leur cœur, etc. Donc voilà, c'est en ça que j'appelle le prendre du temps. Mais il n'y a pas d'injonction derrière. Le bonheur, c'est pas un état statique. Donc vous êtes tous les deux des éveilleurs de conscience. Quel lien vous faites entre respect du vivant, pour lequel vous êtes tous les deux très engagés, et sacré? Alors moi c'est une question qui me tient à cœur parce que dans le dernier livre que j'ai écrit sur l'improbable, j'aborde la question de l'animisme. L'animisme, ça veut dire anima, le souffle de vie. Et donc le souffle de vie est sacré chez les peuples natifs. C'est-à-dire que sacré au sens où il y a un profond respect de tout ce qui est vivant. À tel point que chez un Indien animiste, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire que le mot environnement n'existe pas, le mot nature n'existe pas, la vie est partout. Et comme vous avez cité une bulle, le vent, c'est le premier souffle du bébé qui sort du ventre de sa mère, et c'est aussi il porte aussi le dernier soupir du grand-père qui va mourir. Et ce qui fait que, pour moi, l'aspect sacré, c'est l'aspect respect, ce qui m'agace beaucoup aujourd'hui, et j'avais écrit un livre en 2016 qui s'appelait Zéro pollution, où je poussais un coup de gueule sur le saccage du vivant, le saccage de l'environnement, au service d'un point de PIB, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on déforeste Bornéo, on tue des espèces animales et on détruit des espèces sauvages pour manger du Nutella, et on déforeste l'Amazonie pour manger un cochon breton qui a fini en tranche de jambon sous cellophane. C'est scandaleux. On n'a plus aucun respect du vivant. Et c'est pas parce qu'on met une ruche sur le toit qu'on respecte le vivant, ça va bien au-delà de ça. Et donc la protection du vivant passe par la contemplation, donc retrouver la beauté du vivant, de la nature. Et une fois qu'on est émerveillé par cette nature, qu'on se rend compte du miracle dans lequel on vit, c'est quand même moi je suis pas croyant du tout, donc il y a un coup de bol phénoménal, il y a quelque chose en tout cas qui me dépasse, on en parlera peut-être après. Mais une fois qu'on est conscient de ça, on peut pas ne pas respecter, donc ne pas sacraliser la nature, mais sacraliser ça veut pas dire en faire une déesse qu'on va honorer comme un dieu monothéiste, c'est juste être capable d'être en conscience à chaque instant qu'on a une chance incroyable de voir ces végétaux qui nous rendent service, ces animaux qui nous rendent service, et tout ça est beau, c'est pas gentil ou méchant, un animal peut nous manger, mais il peut nous faire du bien aussi, mais que tout ce qui est là, c'est incroyable. Et ça, c'est ce que j'appelle le respect. Donc c'est-à-dire qu'avant de couper un arbre, on fait comme les animistes, on lui explique, on le remercie pour son sacrifice, et on coupe le petit arbre, mais pas l'arbre centenaire. Un animiste prélève l'animal blessé, l'animal malade, mais ne tue pas une femelle qui va mettre bas, ou ne tue pas un mâle dominant en âge de procréer. C'est du bon sens. Nous, on pêche les poissons les plus gros, et on laisse les petits. C'est l'inverse, il faut faire. On est complètement déconnecté du bon sens et du sacré. Donc il faut remettre une dose de sacré, mais au sens respect. J'ai toujours du mal avec ce que j'appelle les gros mots, comme le sacré, le respect et tout ça. Et en même temps, c'est parce qu'ils sont très très importants pour moi. Et du coup, je comprends même pas qu'on en parle, quoi. C'est-à-dire que je comprends même pas qu'on ne respecte pas le vivant, en fait. Je comprends pas qu'on se pose cette question-là. Pour moi, la vie, elle est sacrée. La beauté, elle est sacrée. En fait, tout est sacré, quoi.
Comme je ne comprends pas le racisme, par exemple, c'est quelque chose qui me sort de mon entendement, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se sentir supérieur, comment on peut mépriser quelqu'un par lequel passe sa vie. J'ai du mal à comprendre, mais je comprends bien que c'est probablement le problème de notre civilisation, en fait. C'est qu'elle a perdu le sacré et qu'elle a perdu le respect du vivant pour aller se perdre dans des choses totalement mais futiles, totalement laides, en fait. Pour moi, on est passé avec le triptyque, comme dit Maffesoli, matérialisme, rationalisme et individualisme. Et à cause de ça, on a lâché l'enchantement. On a lâché l'enchantement qu'il y a dans la nature, dans les rituels. Et les rituels, c'est quoi ? C'est de l'attention portée, en fait. C'est du soin, c'est du moment consacré. D'ailleurs, c'est dans le même mot, tu vois, consacré, sacré avec. Et en fait, on a perdu l'enchantement, donc on a perdu effectivement à la fois la joie et à la fois le respect des choses. Et ça, je pense que c'est vraiment la base de tout le bazar, quoi. Et en plus, avec cette espèce d'arrogance suprême de penser que l'enchantement serait quelque chose de naïf et de superficiel et d'optionnel, quoi. Et tout ça est assez récent dans l'histoire de l'humanité, parce que ça fait comme au moins 400 000 ans que l'homme sous la forme actuelle qu'on appelle sapiens existe, au moins. Et en fait, les choses ont commencé à tourner au vinaigre il y a quelques siècles seulement. Parce que chez les Grecs anciens, il y avait une forme d'animisme dans la culture anti-grecque. Les lieux étaient sacrés, les montagnes étaient sacrées. Et on trouve ça aussi dans toutes les civilisations, les Védas, le bouddhisme, etc. Et c'est vraiment le début du christianisme, mais pas que. Puis après, les Lumières avec la rationalité, qui ont vraiment amené l'homme à se décoller totalement du vivant, ce que Descola appelle le grand partage. On a partagé le monde en deux. Il y a l'humain et le non-humain. Mais c'est extrêmement récent, parce que même si on remonte juste aux Lumières 3 siècles, sur 400 000 ans, 300 ans sur 400 000 ans, pendant près de 400 000 ans, on a respecté la nature telle qu'elle était. On la remercie au quotidien. On la remercie sachant qu'elle n'est pas toujours généreuse avec les humains, elle peut être très violente aussi. Et c'est une erreur d'interprétation, on cherche le bien et le mal là où ça n'existe pas, ces inventions humaines. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça est récent, mais en quelques décennies, quelques siècles, on a réussi à nous mettre en péril. C'est quand même vachement fort. On est d'une inconscience et d'un aveuglement effroyable. Tout détruire, alors depuis 1960, depuis l'avènement de l'industrie chimique en usage technologique et des technologies de destruction massive qu'on a mis en place, c'est incroyable ce qu'on a réussi à bousiller. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, quand je faisais du conseil en développement durable, c'est peut-être le truc qui était le plus compliqué à faire, c'est-à-dire que pour convaincre, je partais de choses rationnelles, des menaces, des opportunités aussi pour les entreprises, de leur expliquer. Et j'essayais toujours de squeezer à la fois la morale, parce que plus je n'ai pas envie de passer par la morale sur cette histoire-là, donc l'éthique qu'on devrait protéger, voilà, chacun, et puis chaque être, et puis chaque vivant, mais aussi l'enchantement, parce qu'il y avait ce côté un peu naïf, donc je me voyais mal la fille qui arrivait, surtout dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus entendable, mais à l'époque, c'était quand même très très difficile, notamment par exemple de parler de la nature. Donc je fais comme tout le monde, je parlais de l'environnement, donc ce qui nous environne. Donc quelque part, je perpétuais aussi cette espèce de rupture de notre être. Et j'étais très étonnée, mais c'est là où moi j'ai vraiment foi en l'humanité, c'est que on n'est jamais déçu quand on fait confiance à l'humanité. Et à chaque fois que je faisais des projets, que je proposais des projets dans les entreprises, les projets qui étaient imaginés par les salariés, c'était toujours des projets en rapport avec la nature. Faire une jachère de biodiversité devant l'entreprise, faire un jardin partagé, des choses comme ça. J'étais contente que ça vienne d'eux, parce que je voulais pas que ça vienne de moi. Et c'était étonnant à quel point ça leur faisait du bien. Et là, t'as la nature qui te transforme par elle-même. Eux, intuitivement, ils ont eu besoin de ça, parce qu'en fait, c'est ce que te disent les psys, on manque de nature, clairement. Et du coup, ça les transformait. Donc en plus, ce sacré-là, si tu veux, c'est pas un sacré conceptuel, en fait. C'est un sacré dans chaque chose, et dans chaque être humain. Et dès que tu retouches à ça, eh bien, ça devient évident, et donc, toi, ça te transforme, et ça te donne à nouveau envie d'en être, et d'avoir confiance en ton sacré à toi, parce qu'il y a aussi ça, il y a la part de divin en chacun. Il y a un aller-retour comme ça. Et moi, je pense beaucoup que, en fait, c'est par le faire, et par le geste, et faire des choses, quoi, faire des activités dans la nature, faire des rituels, etc. C'est là où on retouche au sacré, en fait. Plus qu'en faisant des grands discours sur le besoin du sacré. Comme si effectivement le contact avec la nature nous reconnectait à notre nature d'être humain et justement aussi à la part de divin qu'il y a en nous, qui fait partie de notre nature, qui n'est pas une construction humaine ou religieuse ou mentale, c'est juste une part de nous en fait.
En fait, c'est ça, c'est juste, ce dont on a besoin, c'est juste des occasions de se reconnecter à ça, en fait. Des occasions de se laisser toucher par ce qui est là, mais qui simplement, on ne veut pas voir, et pour lequel on est sourd, en fait. Mais dès qu'on se donne l'occasion de retoucher par ça, ça y est, ça se redéveloppe. Hein. Ouais, puis il y a une diversion matérialiste, parce que t'as beaucoup de gens qui pensent que changer d'iPhone et avoir une voiture plus grosse, ça va les rendre plus heureux. Mais en fait, moi, je fais souvent l'exercice quand je vais voir des cadres ou des dirigeants d'entreprise, de leur dire, on va fermer les yeux 30 secondes, vous allez me dire quel est le plus beau moment de votre journée ou de votre année. Et je leur demande pas la réponse, je leur dis j'ai la réponse. C'est un moment avec vos enfants, vos amis ou dans la nature. L'iPhone, ils l'ont oublié, le jour de l'achat. Éventuellement un moment artistique aussi. Oui, un moment artistique, mais je veux dire un moment où ils ont fait quelque chose qui n'était pas matériel. Le matérialisme est une diversion. Le vrai plaisir, il est immatériel. C'est le contact humain, c'est la balade en forêt, c'est un bain dans la mer, c'est un repas de famille. C'est ça ce dont on se souviendra. Et le jour où on meurt, on se souvient de ça. On se souvient pas du jour où on a changé de voiture. Et le prix à payer pour cette voiture, pourtant, au niveau environnemental, il est catastrophique. Donc il serait temps d'être un peu plus sapiens. Un peu plus sage. D'être un peu plus reconnecté au plaisir de vivre, alors? À la simplicité, oui, parce que le plaisir, déjà, le redéfinir, et nous, on croit beaucoup à une mutation des référents culturels, des référents sociaux. Moi, en ce qui me concerne, je suis persuadé que dans 10 ans, on admirera une femme ou un homme par rapport à sa capacité à être heureuse, frugale, joyeuse, gentille, à faire des choses utiles au collectif et pour elle, mais qu'on regardera avec une forme de mépris celui qui roule tout seul dans une voiture de 5 tonnes, qui en a strictement rien à faire du vivant, qui balance ses déchets par la fenêtre. Et malheureusement, on a porté au nu ces destructeurs. Ouais, en fait, il y a deux choses. Il y a une différence entre le plaisir et la joie. C'est-à-dire que la joie, elle est transculturelle. C'est-à-dire que tu vas dans n'importe quel pays, tout le monde, comme disait Annie, que voilà, les moments où t'es avec tes amis, c'est des moments de pure joie. C'est un élan que tu ne contrôles pas. En fait, tu t'attends pas parfois d'ailleurs à avoir de la joie à des endroits. Par contre, le plaisir, il est éminemment culturel. C'est-à-dire que tu n'as pas le même plaisir en fonction de, par exemple, justement, une voiture. Moi, aujourd'hui, on a une vieille qui a 260 000 kilomètres, mais je dirais pas que j'en ai pas honte, mais presque, pour le même objet. C'est parce que j'ai pas le même référent culturel que d'autres. Et ces référents culturels-là, qui nous donnent du plaisir, ceux-là, ils sont liés aux normes culturelles qu'on a mis en place. Donc, aux codes sociaux, donc à ce que la fiction a rendu désirable ou pas, etc., etc. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est d'être conscient, mais pour ça, il faut être proche de son corps, faut être conscient de ce qui nous met en joie. Et puis après, c'est apprendre à déconstruire le plaisir, c'est-à-dire se dire, ok, ce plaisir-là, est-ce que c'est mon désir profond, ou est-ce que c'est une construction de la pub, de tout ça, qui fait que je vais avoir du plaisir. Et d'ailleurs, ce plaisir-là, qui est le plaisir passif, comme dirait Spinoza, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que t'es content, c'est le coup de l'iPhone, là, t'es content 2 jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut toujours se poser la question quand on achète quelque chose, parce qu'on a des pulsions, parce qu'on a un environnement qui nous pousse, enfin, ces pulsions qui les créent, ces pulsions. Moi, je me pose sur la question, est-ce que j'en ai besoin? Quel sera son impact humain, environnemental? Et combien de temps ça me fait plaisir? Si c'est 48 heures, j'achète pas. Si c'est pour quelques années, je vais l'acheter. Mais c'est un triptyque, il faut que tous les critères soient remplis. Et ça nous amène à la déconsommation, à la frugalité, qui va devenir joyeuse, parce que du coup, ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas nous rend heureux. Oui, parce que c'est un choix et qu'on a vraiment conscience en fait des impacts que ça a, et c'est pas j'achète pas parce que je peux pas et donc dans une forme de restriction, mais j'achète pas parce que je choisis de ne pas acheter et que ça me fait plus plaisir en fait de garder mon ordinateur qui a 7 ans. Voilà, et j'en ai plus besoin, donc ce qui veut dire qu'on commence à s'affranchir du matérialisme. Et il y a un deuxième effet qui se coule à ce truc-là d'ailleurs, c'est que ce vieil ordinateur, pour le garder, tu vas être obligé de trouver des gens qui vont t'aider à le réparer, ou à qui tu vas demander il faut que je mette à jour, il est un peu vieux, est-ce que quelqu'un a des idées, parce que évidemment Apple et tous ses copains font en sorte que tu aies des mises à jour, etc. Donc tu es obligé de te mettre en lien avec les autres pour trouver des solutions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la société de consommation, c'est aussi une société individualiste qui coupe les liens, qui crée des intermédiaires en fait sociaux, qui fait qu'on se parle beaucoup moins en fait, on s'entraide beaucoup moins, on se demande beaucoup moins de conseils. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui qui est intéressant, c'est qu'avec la société qui vient davantage une société de partage, une société de low-tech, d'autonomie aussi. Comment est-ce qu'on arrive à être autonome, par exemple, avec sa nourriture ou des choses comme ça? C'est un chemin, hein. Mais du coup, ce chemin, on le fait pas seul. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de recréer des liens entre nous et qui ne sont pas des liens d'autorité avec des grandes marques ou des grandes instances politiques qui nous disent ce qu'on a à faire, ou surtout qui prennent en charge tout un tas de décisions. Là, on est en train de se réapproprier nos vies aussi, en se posant la question de ce qui est utile, ce qui est pas utile, et puis de comment je continue ma vie
une vie qui soit tout autant agréable, mais qui aussi est un petit peu différente. Vous êtes auteur, conférencier, éditeur, vous avez une sensibilité particulière pour les mots, et ce podcast parle aussi du pouvoir de la vibration. Est-ce que vous auriez chacun un mot que vous aimeriez que les auditeurs retiennent, un mot qui vibre particulièrement pour vous, ou un mot qui ouvre des horizons? Moi, je vais utiliser subtilité. Parce que subtilité, discernement, c'est des mots qui sont extrêmement importants parce que les choses sont pas binaires. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas simple, c'est pas les gentils, les méchants, c'est pas le noir, le blanc. Tout ça est très gris, hein. On est toujours dans un clair-obscur, parfois plus de lumière, parfois plus d'obscurité. Je pense que la capacité à faire preuve de discernement et à saisir la subtilité d'un moment, ou d'un mot, ou d'une situation, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre le monde. Alors moi j'en ai plein, évidemment. En fait, dans mon roman d'anticipation, justement, il y a des gens choisissent des mots, portent des mots comme nom de famille, donc des mots de famille. Des mots de famille, voilà. Le mot qui est le plus important pour moi, c'est utopie, mais comme j'en parle souvent, je ne vais pas parler de celui-là. Donc il y a tout un tas de choses, si ça intéresse les auditeurs, où ils peuvent retrouver de ce que j'ai dit sur l'utopie. Voilà, dans ce roman qui s'appelle Les Déliés. Tout à fait. Moi, j'aime bien le mot sublime. Quand j'ai travaillé sur les périodes de l'histoire qui étaient difficiles, dans lesquelles il y a des gens qui se sont réveillés, j'avais une phrase qui m'est venue assez facilement, qui était « du tragique peut naître le sublime ». Et j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de résilience, mais au-delà de ça, c'est-à-dire à partir des ruines dans lesquelles on est, ou à partir des difficultés dans lesquelles on est, à partir de ces époques qui nous convoquent à des endroits pas toujours très très confortables, eh bien on en fait un acte artistique, ce sublime, quoi, c'est-à-dire qu'on devient supérieur à ce qu'on a toujours été, mais d'une manière très libérée, en fait. Moi, j'ai l'impression que le tragique aussi libère nos potentiels, qu'on se déploie et que on est tous en train de se réveiller, de se révéler aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est assez beau, quoi, dans l'époque qu'on vit. Est-ce que vous auriez un ou des conseils pour vivre au mieux la période que nous traversons? Oui. Il y a plusieurs choses. La première, c'est ne pas présupposer du futur. Je rencontre énormément de gens qui ne cessent de se projeter dans quelque chose de sordide, de sombre, avec un climat ingérable et une planète invivable. C'est possible, mais c'est pas forcément probable. Donc partant de là, sachant que l'histoire de la vie humaine n'est qu'une succession d'événements inattendus qui n'étaient pas probabilisés, pourquoi tirer des lignes droites sur présent, passé et futur alors qu'on ne sait pas ce que sera le futur? La seule chose dont on est certain, c'est ce que l'on peut faire ici maintenant, c'est-à-dire quelles sont mes actions quotidiennes, mes intentions. En termes de spiritualité, qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir et comment je peux agir par mes intentions positives sur ce monde, et qu'est-ce que je peux faire de mes journées. C'est la seule certitude que l'on a. Enfin, il y a 3 ans, personne n'imaginait qu'on serait confiné. Personne ne peut maîtriser les événements économiques, sociaux, géopolitiques qui vont surgir dans les prochaines années. Donc arrêtons d'avoir peur. Pour traverser la période actuelle, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, aller obscur si on décide de voir l'obscurité, c'est-à-dire d'écouter les grands médias, les discours mainstream. Mais il y a plein de brèches de lumière tous les jours au quotidien dans nos vies, dans la vie en règle générale. Les Occidentaux se réveillent parce qu'ils découvrent l'obscurité, mais il y a plein de pays du monde qui sont dans l'obscurité depuis des décennies, dont on parlait peu parce que c'était pas nous. Eh bien oui, on se réveille, c'est un peu la gueule de bois. Pour traverser ça, cultivons un certain lâcher-prise sur tous ces événements, tout en étant conscients, c'est pas le déni. Continuons à agir et à faire en sorte qu'on fasse des choses qui nous fassent du bien au quotidien et qui peuvent faire du bien aux autres. Et puis, acceptons que les choses nous surprennent, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qui va surgir. J'insiste là-dessus parce que il s'agit pas de dire on verra bien ce qui arrivera, c'est pas mon propos. C'est qu'on doit rester déterminé, faire des choses utiles, essayer d'utiliser son temps de manière constructive et que ça soit utile à tout le monde, tout en sachant qu'on ne sait pas ce qui va survenir. Donc c'est accepter l'incertitude en agissant avec fermeté et une forme de conviction. Et n'oublions pas que la lucidité, je terminerai là-dessus, ça vient du mot latin la lumière, ce qui est brillant, et être lucide sur le monde, ça permet d'éclairer la grotte qu'on est en train de traverser. Et quand on a une torche dans une grotte, on n'a plus peur. Quand on avance dans le noir sans lucidité, là on a peur, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Donc soyons lucides pour avancer vers la lumière.
Moi, je crois que le risque le plus important en ce moment, c'est la narration ambiante qui nous plombe. La narration ambiante, elle est entretenue par les médias, par les politiques, par tous ces gens-là, qui nous plombe le moral, donc qui affaiblissent notre puissance d'être et notre confiance en nous, et on a besoin de confiance pour être convaincu qu'on peut changer les choses, et qui nous opposent les uns aux autres. Ça, c'est leur beau jeu de nous opposer les uns aux autres. Donc, par rapport à ce risque, en fait, je pense que c'est important de se mettre en suspens, d'arriver à s'extraire, de toujours avoir des temps suspendus, et les livres en font partie. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps un peu hors du temps, en tout cas hors de la réalité qui nous est imposée. Et finalement, dans ces temps plus longs, parce qu'effectivement, lire des livres quand on est dans une époque très internet, c'est un peu bizarre. Et c'est aussi des temps, apaisés, des temps dans la nature, s'asseoir sur un banc. Et en fait, une fois qu'on est dans ces temps suspendus, là, se dissipe cette espèce de narration ambiante qui vient tout brouiller, là, nos ondes. Et là, en fait, réémerge qui on est au fond, et nos convictions, et nos envies. Et ça, c'est le deuxième temps, ce qui est très important de retrouver, moi je dis ces utopies aussi, ce qu'on veut voir advenir, et de retrouver ces élans. Et pour ça, on n'arrive pas à les trouver quand c'est le bazar, et qu'en fait, toutes nos ondes sont brouillées par des messages qui ne sont pas les nôtres, et qui sont clairement très orientés. Je pense qu'il faut suivre ces élans, il faut suivre ces utopies, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. À chaque fois que je demande à des gens c'est quoi votre utopie, etc., et qu'on travaille dessus, on se rend compte à quel point c'est extrêmement ancré sur ce qui est important pour nous. Et que donc on ne peut pas vivre très bien en étant très éloigné très longtemps. Donc on a besoin de revenir à ça, et une fois qu'on a ça, se dire ok, en fait moi j'ai envie de mettre plus de verdure dans mon village, ou de défendre les enfants, ou de transmettre ça, j'en sais rien, peu importe son utopie. Et à partir de là, de se dire ok, maintenant je vais trouver mes alliés. C'est-à-dire je vais trouver les gens qui sont un peu branchés sur les mêmes ondes que moi, de commencer à modifier, à construire un bout de la maison. On va pas tout révolutionner à nous, mais quand même, on va s'occuper d'un bout de la maison. Et pour ça, il faut retrouver ces alliés-là. Et la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de lancer un projet, ou d'aller voir ce qui se passe, et de suivre vraiment son instinct et ses élans pour aller dans les bons endroits. Et si on sent qu'on n'y est pas totalement bien, il faut en partir. Et il faut créer autre chose. Et avec des gens qui te ressemblent plus. À la fois sur la cause et l'utopie, mais aussi sur le style, quoi. C'est-à-dire, si t'es quelqu'un de léger, ça sert à rien d'être avec des gens super graves, qui sont vachement dans l'ordre du jour et tout ça, quoi. Il faut trouver les gens qui nous font du bien. Donc, qui sont dans la même vibration que nous. La dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe pour ce podcast, et donc pour vous, elle se pose encore plus puisque le futur est vraiment au centre de vos activités, c'est à quoi aimeriez-vous que le futur ressemble ? Un monde où l'humanité s'est réconciliée avec la nature, fin du déni de nature, un être humain qui protège, qui répare, qui régénère, une économie qui n'est plus omnibulée par l'hyperconsommation de produits futiles et obsolètes, et des humains qui vivent leur vie d'humain et qui ont mis leur joie et leur bonheur ailleurs que dans la destruction du vivant. Moi, il y a plein de choses auxquelles j'aimerais qu'ils ressemblent. Ils seraient apaisés, ils seraient lents, ils seraient low-tech. Ils seraient surtout peuplés de gens qui croient en eux. Ils seraient dépeuplés des gens arrogants. Ils seraient dépeuplés de politiques. C'est juste peuplé de gens gentils, libres. En tout cas, c'est un monde peuplé d'êtres affranchis et libres. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélanie. Merci. Je remercie infiniment Sandrine et Yannick Roudot de m'avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver leurs livres, ceux qu'ils ont écrits, dont Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie, L'utopie mode d'emploi, Les déliés, et les livres qu'ils éditent aux éditions La Mer Salée, www.lamersalée.com. La semaine prochaine, c'est ma douce voix que vous entendrez dans le son sacré du mois, avec un texte du grand chef Lakota Sitting Bull sur le caractère sacré de la nature. Si ce podcast vous a plu, prenez une minute pour vous abonner et pour le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour rester en contact avec la communauté des Mystiques sans frontières, rendez-vous sur le compte Instagram Mystiques sans frontières ou retrouvez-moi sur LinkedIn à Mélanie Raymond. Merci pour votre écoute et à très bientôt.